Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire Financer mon projet handicap innovant qui se déroulera aujourd'hui, donc mardi 16 décembre 2025, jusqu'à 15h30. Je suis Thomas Legrand, j'assure la coordination du PRIT Centre-Val de Loire. C'est un point sur lequel je vais revenir dans quelques instants. Au programme de ce webinaire, quatre points clés. Une introduction, donc projet innovant et handicap, quels enjeux? On passera une dizaine de minutes sur ce point. On va faire ensuite un tour des outils et ressources à votre disposition qui ont été élaborés dans le cadre du PRIT. Pareil, on fera un temps plutôt court par rapport à ça, hein, de l'ordre d'une quinzaine de minutes. On aura ensuite un temps de témoignage d'un porteur de projet innovant pour nous mettre dans le bain. Tout ça nous amènera à peu près sur une trentaine de minutes. Et puis, ça nous permettra d'aller ensuite sur un focus sur un appel à manifestation d'intérêt, hein, qui a été diffusé il y a peu. C'est l'appel à manifestation d'intérêt Handinov 2025 porté par l'AGFIP. Voilà, et on aura ensuite un temps d'échange, hein. On s'est gardé une vingtaine de minutes de questions-réponses pour avoir un focus plus important, notamment sur cet appel à manifestation d'intérêt Handinov AGFIP. Tout au long du webinaire, bien sûr, vous pouvez interagir en nous posant des questions via l'onglet chat. Et puis, voilà, l'onglet également questions et réponses, le cas échéant. Et puis ensuite, on aura notre temps de questions et réponses. Alors, projet innovant et handicap, quels enjeux? Représenter, hein, dans quel cadre nous sommes. Donc, on est dans le cadre du PRIT. Donc, le PRIT, qu'est-ce que c'est? Le PRIT, ça veut dire Plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Le PRIT, c'est un programme national qui est organisé par le législateur et qui est décliné dans chaque région. Le législateur, il est parti du constat qu'il y avait une multitude d'acteurs qui œuvrent en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap. Et donc, dans la circulaire des GEFP de mai 2009, il a défini 4 axes de travail permanents relatifs à l'accès à l'emploi, l'accès à la formation, relatifs au maintien dans l'emploi, relatifs à la mobilisation des employeurs, et donc avec l'objectif de favoriser la meilleure coordination entre les acteurs par un diagnostic commun et le déploiement d'un plan d'action régional coordonné. Ce plan d'action régional coordonné, il s'appelle le PRIT. Donc on est dans le cadre du PRIT Centre-Val de Loire. En Centre-Val de Loire, justement, on est au cœur du quatrième plan PRIT, donc pour la période 2023-2027. La coordination, elle est assurée de manière externalisée, hein, pour ce programme. Elle est assurée par le cabinet Thomas Legrand Consultant, dont j'assure la direction. Le PRIT, il est financé par la DRETS Centre-Val de Loire et par l'AGFIP Centre-Val de Loire. Et donc ce PRIT, il consiste en un plan d'action structuré en différents axes et objectifs. Quelques éléments clés à nouveau par rapport à ça, qu'on fixe bien le périmètre de ce webinaire. Donc, le plan d'action 2023-2027, il est articulé autour de 4 axes. Voilà, je vous laisse en prendre connaissance, hein, ils sont affichés à l'écran. J'attire plus particulièrement votre attention sur l'axe 4, piloter, innover, évaluer et articuler. Et effectivement, on va rentrer un petit peu plus au cœur de cet axe 4. Cet axe 4, il est composé de 4 objectifs, et j'attire plus particulièrement votre attention sur l'objectif numéro 2, qui s'appelle encourager l'innovation au service de l'emploi des travailleurs handicapés. Nous voilà donc au cœur du sujet du jour. Donc le PRIT, dans le cadre d'une coordination régionale globale des acteurs, a été mandaté pour encourager l'innovation au service de l'emploi des travailleurs handicapés. Alors pourquoi cet élément? Je pense que ce qui vous réunit ici toutes et tous fait que c'est assez évident pour vous, mais il a été identifié bien sûr un enjeu fort lié au financement de projets pour les structures, pour les acteurs.
Et puis aujourd'hui, bien des possibilités offertes via la réponse aux AAP, donc c'est-à-dire les appels à projets pour des projets définis, ou en réponse aux AMI, les appels à manifestation d'intérêt, quand on a des projets partiellement définis, puis qui continuent à être à travailler ensemble. Et donc l'idée, c'est que le PRIT, ça peut être un facilitateur pour les acteurs par rapport à ça. Ben, pourquoi? Ben, ce qui est marqué à l'écran, vous le voyez ici. Donc identifier les acteurs et les dispositifs. Quelles sont les fondations, quelles sont les AAP, quelles sont les AMI, il y a des périodes différentes. Bien sûr, encourager ben, les porteurs potentiels. Vous êtes les porteurs potentiels de projets, peut-être des porteurs déjà actifs, bien à structurer des projets. Et puis, évidemment, bah, capitaliser sur les initiatives territoriales, ce qui se passe en région Centre-Val de Loire, ou peut-être ce qui se passe sur d'autres territoires et qui pourrait être source d'inspiration pour la région Centre-Val de Loire. Alors, quelques éléments complémentaires hein, pour continuer sur cette facilitation du PRIT. Pourquoi elle apparaît opportune? Ben, comme souvent, la facilitation du PRIT, elle apparaît opportune quand il y a une pluralité d'acteurs, quand il y a une pluralité de projets. Et effectivement, ce qu'on voit ici, ben, c'est qu'on a une pluralité d'émetteurs de ces différents appels à projets, qu'on a aussi une pluralité des types de projets qui peuvent être émis. Alors pourquoi? Parce qu'on a des projets qui ont une clé d'entrée handicap, c'est l'exemple avec l'appel à manifestation Handinov de la GFIP, mais on a aussi des projets avec des clés d'entrée beaucoup plus larges, des clés d'entrée insertion, inclusion, société, sport, qui ne sont pas forcément spécifiquement fléchés vers les publics en situation de handicap, mais qui peuvent être fléchés vers les publics fragilisés ou vers des thèmes sociétaux qui peuvent concerner les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que vous pouvez aussi vous saisir de ces projets pour des projets à destination des personnes en situation de handicap. Et puis on a aussi des projets avec des périmètres multiples qui peuvent être de périmètre régional ou infrarégional ou de périmètre national. Et puis après, il y a aussi un autre sujet, c'est qu'il y a une multitude de porteurs de projets. Bien sûr, on a les acteurs spécialistes ou spécialisés dans le handicap. Je pense aux ESAT, je pense aux EA, je pense aux structures comme les Cap Emploi. On pourrait bien sûr en rajouter encore. Mais je pense aussi à tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui interviennent en direction des publics fragilisés, dont les personnes en situation de handicap. On pense aussi aux acteurs du développement économique, de l'insertion socio-professionnelle, les acteurs qui font le développement de la formation, qui peuvent être soit porteurs de projet, soit partie prenante d'un projet. Et puis finalement, ces projets, de plus en plus, ils associent des laboratoires de recherche, des universitaires. Donc on a aussi toute cette dimension qui est présente. Donc notre objectif, c'est de rendre plus lisibles les opportunités d'innovation, y compris pour les acteurs qu'on va qualifier ici de généralistes, qui accompagnent les acteurs fragilisés au sens large, bien sûr, pour déployer des actions en faveur des publics en situation de handicap en région Centre-Val de Loire. Voilà pour cette première introduction. Et puis, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de vous présenter ce qui a été réalisé dans le cadre du PRIT, les choses qui sont d'ores et déjà à votre disposition, puisque plusieurs travaux ont déjà été engagés. Alors, plusieurs choses, on va revenir dessus, un livret innovation, des informations disponibles via la newsletter du PRIT, le webinaire que l'on réalise aujourd'hui. C'est ces éléments que je vais creuser en quelques instants. Vous vous posez peut-être une question. Évidemment, ce webinaire, il est enregistré et ces ressources, elles vous seront diffusées ou, bien sûr, l'endroit où elles sont disponibles vous sera indiqué systématiquement. Vous précisez d'ores et déjà que les outils et les supports réalisés n'ont pas la prétention d'être exhaustifs. Ce sont des éléments que l'on travaille depuis peu de temps au sein du PRIT. Donc, ce sont des outils à disposition des acteurs, mais qui ont vocation à être améliorés au fur et à mesure que se constitue une communauté en région des acteurs de l'innovation et du handicap. Alors d'abord, une première chose, c'est de vous renvoyer à la newsletter du PRIT. Donc pour cela, ben, je vous renvoie vers le site du PRIT Centre-Val de Loire, prit-cvl.com. Et dans ce site du PRIT, vous pouvez vous abonner à la newsletter du PRIT. Et dans cette newsletter, on a désormais un encart spécifique sur les appels à projets, les appels à manifestation d'intérêt. Voilà, on peut y jeter un coup d'œil
ensemble tout de suite. Quand vous arrivez sur le site du PRIT, vous tombez sur une page d'accueil avec un bandeau que vous voyez à l'écran. Et quand vous scrollez vers le bas, tout en bas, il y a écrit «Suivez notre actualité mensuelle». Je m'inscris à la newsletter du PRIT. Et vous pouvez aussi aller voir les précédentes newsletters. Quand vous allez voir les précédentes newsletters, vous tombez sur la page suivante qui vous permet de choisir des différents éléments, pardon, et vous tombez sur des visuels comme celui-ci. Par exemple, là, on est sur la newsletter de novembre-décembre 2025, où vous voyez un ensemble d'appels à projets qui sont identifiés avec les liens à chaque fois qui vous sont donnés ou redonnés. Donc ça, c'est vraiment le premier élément le plus simple pour accéder à de l'information sur les appels à projets. Un deuxième élément qui nous semble important à mettre en exergue, je ne vais pas rentrer dans le détail pour tous ces outils, puisque ces outils sont disponibles pour vous. Il s'agit de la constitution d'un livret innovation. Donc, dans le cadre du PRIT, on a réalisé et récemment mis à jour un livret innovation. Ce livret innovation, il vise à valoriser, à faire connaître les AAP, les AMI et projets innovants, mais également ceux qui sont portés en région Centre-Val de Loire ou les appels à projets nationaux ou les acteurs de la région Centre-Val de Loire ou sur lesquels les acteurs de la région Centre-Val de Loire peuvent bien sûr se positionner. Ce livret, il est disponible sur la page dédiée du site du PRIT. À nouveau, peut-être vous donner simplement un visuel là-dessus. Si vous êtes sur la page de garde du PRIT Centre-Val de Loire, vous avez ici plan d'action innovation et handicap. Ce sont des liens qu'on vous redonne bien sûr au fur et à mesure. Et innovation et handicap vous renvoie vers le livret qui peut être consulté sur le webinaire et sur les différentes informations qui sont d'ores et déjà disponibles. Alors, quelques éclairages sur ce livret pour aller un petit peu plus loin. Il a été récemment mis à jour. Comment il est structuré, ce livret? Comme vous le voyez à l'écran, deux focus, un focus sur ce qui se passe en région Centre-Val de Loire et un focus sur ce qui se passe à l'échelon national. Alors, premier élément sur ce qui se passe en région Centre-Val de Loire. Donc, par exemple, avec deux AAP qui sont ici mis en exergue, vous pouvez voir qu'on a affaire à des AAP. Le premier s'appelle AAP 2026, Inclusion active et insertion par l'activité économique. Donc, on est sur du FSE+. Là, on est dans le cadre d'un appel à projet généraliste, donc puisqu'il vise plus spécifiquement le secteur de l'IAE. Néanmoins, même s'il vise le secteur de l'IAE, bien sûr, il peut être mobilisé pour porter des propositions qui concernent plus spécifiquement les personnes en situation de handicap. Cet appel à projet FSE+, on vous a remis bien sûr le lien, il concerne plus spécifiquement le territoire de l'Indre. Donc voilà par exemple une veille qui a été faite. Un autre appel à projet généraliste, donnons les clés de l'avenir aux jeunes de nos territoires. Donc, ce projet, lui, il se déroule dans le Cher ou dans le Loiret et il est porté par la Fondation Entreprise du Crédit Agricole de la région Centre-Val de Loire. Donc, l'ensemble de ces éléments, vous pouvez les retrouver directement sur le livret. C'est pour ça que je passe rapidement sur ces sujets. Ce sont des ressources librement disponibles pour vous. Donc, ça, ce sont des appels à projet ou à manifestation d'intérêt en région. D'autres choses que l'on peut retrouver dans ce livret innovation en région, des initiatives, donc deux initiatives ici mises en valeur. Le comité des personnes concernées du prix de Centre-Val de Loire. Donc c'est un projet qui vise à associer les personnes en situation de handicap à l'identification et au déploiement des politiques publiques en région Centre-Val de Loire. Un autre projet, un projet qui a été porté et déployé par l'association VETA, Vivre et Travailler Autrement, qui est présenté ici. À chaque fois, ça redonne des informations sur le caractère innovant du projet, sur le financement qui a pu être réalisé, et puis des liens à chaque fois pour que vous puissiez suivre les éléments. Je ne vais pas creuser non plus sur ce sujet VETA, puisqu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard de ce webinaire. Le livret innovation, il est également constitué de ressources nationales. Donc à nouveau, deux illustrations que je vous donne ici. Vous voyez, là, on est sur des projets nationaux, mais qui sont plus centrés là sur la dimension handicap. Ici, on a un premier projet avec une couleur plus sur le lien social.
donc, qui est porté donc, par la Fondation Autonomia et la Fondation Ciel Bleu. Et puis un autre appel à projet qui est une expérimentation de l'intelligence artificielle en MDPH. Donc vous voyez là, c'est un appel à projet qui a été émis par la CNSA. Alors là, cet AAP, il a été terminé récemment. Les expérimentations sont en cours. Bien sûr, c'est aussi pour ça qu'on enclenche ces webinaires et qu'on vous donne les informations, puisqu'on a des périodes différentes. Donc certains projets sont en cours et d'autres ont été clôturés récemment, mais avec d'autres projets à venir. Et puis un dernier élément pour que vous ayez bien à voir de ce livret à innovation, mais je vous laisserai le consulter directement sur le site du PRIT. Voilà des initiatives, on en a pris deux, bien sûr, parmi une multitude d'initiatives qu'on aurait pu valoriser. Ici, par exemple, sécuriser l'accès au premier emploi d'élèves de lycées professionnels en situation de handicap, ou le lien, par exemple, entre concilier handicap et métier de l'industrie et du bâtiment à chaque fois toujours un lien qui vous permet d'approfondir qu'est-ce que c'est ce projet, comment il a été financé, quels en sont les acteurs et comment cela a-t-il pu se déployer. Voilà, vous dire, et je vous l'ai dit en préambule, ce livret, bah, c'est sa deuxième mise à jour. Bien sûr, il n'est pas exhaustif. Donc, si vous identifiez des informations incomplètes, des éléments manquants, bah, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse prith.centre@gmail.com pour nous indiquer des ressources supplémentaires qu'on pourra valoriser et suivre à partir de maintenant. Quelques autres informations qu'on voulait vous donner, c'est un tour d'horizon des fondations. À nouveau, une présentation que je vais faire relativement rapidement, hein, puisque ce sont toujours des liens, toujours des informations qui vous sont présentées maintenant, et puis des approfondissements que vous pourrez faire directement sur les ressources disponibles. Donc, on a par exemple actuellement la fondation d'entreprise Michelin qui a au niveau national un appel à projet qui est en cours. Donc, cet appel à projet, il dispose d'un budget global important. On est sur plusieurs millions d'euros alloués annuellement. Évidemment, bah, les montants alloués, ils dépendent de la nature de chaque projet. Et vous voyez que cet appel à projet il contient une thématique relative à l'inclusion et à l'égalité des chances. Donc, c'est-à-dire qu'un acteur du handicap peut se saisir de cet appel à projet pour faire une proposition relative à l'inclusion et à l'égalité des chances, notamment sur la thématique handicap qui nous intéresse pour ce présent webinaire. Cet appel à projet, il a débuté le 1er novembre et les dépôts de dossiers sont possibles jusqu'au 31 janvier 2026. N'hésite pas, Alison, au fur et à mesure, hein, à mettre les liens pour les participantes et les participants qui souhaiteraient creuser dès maintenant ces sujets. Deuxième panorama, donc on vous oriente vers la FIRA. On ne sait pas si vous connaissez la FIRA. La FIRA, c'est la Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap. Donc, on est entre deux séquences d'appel à projet. Donc, le projet appel à projet devrait prochainement ouvrir. Donc, les thématiques qu'on voit ici, ce sont des thématiques liées à l'emploi, au maintien en l'emploi, au développement de soft skills. Là, on est vraiment sur la thématique du handicap. Donc, on a une prochaine session qui devrait ouvrir en janvier 2026 avec des dépôts de projets donc à réaliser à partir de janvier de chaque année. Et à chaque fois, il y a des critères spécifiques. C'est pour ça qu'on vous a donné les liens, et notamment pour la FIRA, la notion de recherche appliquée. Donc cette recherche appliquée invite à un lien entre des acteurs de terrain et à des acteurs, universités ou observatoires, pour mener des actions sur le territoire. C'est des choses sur lesquelles on pourra revenir puisque ça fait notamment du lien avec la GFIP. Autre élément, on le sait, on a beaucoup de fondations d'entreprises liées au secteur bancaire. On en a éclairé quelques-unes en région, bien sûr. Donc, exemple de la fondation de la Banque populaire Val-de-Loire, donc, qui a lancé en 2025 un appel à projet sport et handicap, avec un prochain potentiel appel à projet à partir de mars 2026. Et là, on est sur une thématique qui est plus liée à la solidarité, contribuer à renforcer l'autonomie des personnes par la conception de dispositifs innovants, le cas échéant connectés, en améliorant leur qualité de vie
de vie au travail. Vous voyez, là, on est sur des budgets un petit peu plus faibles. Là, on a une dotation globale de 50 000 euros. Donc là, on est plutôt sur des supports à des projets que vous pourriez d'ores et déjà déployer. On continue notre panorama des fondations, on continue avec le secteur bancaire. Donc oui, je vois une demande d'Anne-Sophie. Donc effectivement, on va bien vous remettre, Alison, merci de remettre le lien pour la fondation Michelin d'ores et déjà. Donc toujours dans le secteur bancaire avec une thématique inclusion et solidarité. Donc on voit le thème qui est porté, à promouvoir une société plus inclusive en aidant les personnes en difficulté et en renforçant les liens entre les générations. Les thématiques, soutien au handicap, lutte contre l'exclusion sociale, les inégalités, accompagnement des personnes en difficulté financière, sans domicile fixe et sans abri. Donc on voit ici des territoires du Cher et du Loiret qui sont définis dans cet appel à projet et donc qui est renouvelé chaque année. Je continue notre panorama avec la fondation du groupe EDF. Alors là, on a un mode de fonctionnement spécifique pour la fondation EDF. D'un côté, on a des comités territoriaux par région avec des projets qui vont jusqu'à 50 000 euros et deux comités qui se réunissent chaque année. On a des budgets moyens entre 7 et 10 000 euros. Donc, comme d'habitude, hein, toujours des critères d'éligibilité spécifiques. On a aussi des comités nationaux. Donc là, ça veut dire dans ce cas-là que vous êtes porteur d'un projet plurirégional sur plusieurs régions donc. Et là, vous avez des projets possibles à plus de 50 000 euros. Dernier élément, je sais que j'ai été très vite, mais à nouveau, on vous renvoie les liens immédiatement hein, par rapport à ces éléments. Donc, c'est vraiment pour fixer le panorama et toutes ces ressources. À chaque fois, hein, on les liste sur le livret innovation, on les liste dans la newsletter du PRIT, on va vous les renvoyer à l'issue de ce webinaire, on vous les met en partage. C'est pour ça que je ne m'appesantis pas dessus, pour qu'on ait plus de temps pour les échanges et pour les approfondissements. Dernier élément pour la fondation partenaire, donc avec une thématique sur la jeunesse et l'employabilité, avec l'enjeu d'agir pour l'égalité des chances et contribuer à un monde du travail plus inclusif. Donc on comprend tout de suite évidemment que la thématique du handicap peut être complètement abordée à cet endroit. Voilà, j'ai fini le tour d'horizon. Alison, je vois que ça ne marche pas pour tout le monde sur les questions-réponses. Pas hésiter à utiliser aussi le fil de conversation classique hein, par rapport à ça, si c'est plus simple pour certaines personnes. Voilà, panorama des AAP des fondations, bah, tout simplement vous dire, on a voilà, positionné ici les différents logos, toujours pas exhaustifs. Ça peut être des associations, ça peut être des organismes du secteur bancaire, ça peut être des structures, bien sûr, comme la GFIP, comme le ETH, comme la CNSA, donc beaucoup d'émetteurs de ces différents projets. Évidemment, ce qu'on vous invite à faire, bah, plusieurs choses. On vous invite à rester en veille. Généralement, il y a des fils d'actualité qui peuvent être suivis sur ces différentes fondations pour bien suivre ces appels à projets. Et puis sinon, ben, on vous engage à suivre la newsletter du PRIT, puisque au fur et à mesure, on intègre ces appels à projets quand on les identifie. Et puis, bah, si bien sûr vous identifiez des appels à projets ou des acteurs que nous n'aurions pas identifiés, et ben, bien sûr, merci de nous le communiquer, puisque c'est comme ça qu'on va avoir une base de plus en plus solide au fur et à mesure. Voilà, donc je vois qu'Alison vous met beaucoup d'éléments dans le chat. On en a fini pour cette première, je dirais, cette première partie qui était vraiment l'introduction et le tour d'horizon. On a prévu un temps un petit peu court hein, par rapport à ça, mais c'était plutôt pour vous indiquer la richesse en fait de tous ces projets, de tous ces appels à manifestation d'intérêt, et bien sûr l'importance d'être en veille. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, et là on a voulu centrer le webinaire, c'est au-delà de l'information sur il y a des appels à projets, il y a du financement, où sont-ils, bah, c'est peut-être de rentrer un petit peu plus dans la manière dont les porteurs de projets innovants bah, ont pu s'organiser, vivre les choses, et puis qu'on rentre un peu plus dans le détail d'un appel à manifestation d'intérêt actuel pour qu'on voit les manières de s'en saisir, peut-être les écueils par rapport à tout cela.
Là, ce qu'on a prévu sur cette troisième partie, c'est le témoignage d'un porteur de projet innovant, un porteur de projet innovant en région Centre-Val de Loire, puisqu'il s'agit d'un projet porté par l'association Vivre et Travailler Autrement. Et c'est Jean-François Dufresne, qui est le président de l'association, qui nous a fait le plaisir d'accepter de nous apporter son témoignage et de répondre à nos questions. Alors, je vais vous laisser la parole, monsieur Dufresne, et puis peut-être voilà, que vous puissiez nous dire en quelques instants, d'abord, ce VETA, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, voilà, quelles sont les idées à l'initiative du projet, et puis ensuite, on va aller voir sur le projet Andinov, ce qui a fait que vous êtes positionné sur ce projet Andinov. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet VETA? De quoi s'agit-il? Bonjour à toutes et à tous. Oui, je peux bien sûr vous présenter le projet de l'État dont je suis le papa, mais je suis surtout le papa d'un jeune autiste sévère qui s'appelle Luc. Donc, euh, il y a 11 ans maintenant, puisqu'il y a 11 ans maintenant, j'ai fait comme tous les papas, je suis allé à la MDPH où on m'a dit, votre fils, qui est un autiste dit sévère, donc ça veut dire non-verbal. Dans son cas, certains sont verbaux et à déficience intellectuelle. Alors là, ils sont tous à déficience intellectuelle. Et globalement, ils sont tous à orientation femme-masse. Hein, donc, alors, il y en avait qui n'étaient pas encore orientés, puisqu'ils étaient tout jeunes et ils n'avaient pas eu l'orientation encore. Mais bon, globalement, c'est ça. Donc, je pense que ça vous dit quelque chose. Donc, on me dit, votre fils doit aller en femme. Et donc, je suis allé visiter des femmes, et je ne vais pas m'étaler trop longtemps dessus. Femme, un foyer J'ai d'accueil décidé, médicalisé, je pense que c'est bien connu pour toutes et tous, mais je le redis à voilà, toute fin voilà, vous avez utile. raison. Oui, les acronymes du milieu médico-social sont, sont nombreux et impénétrables. Donc, je décide que mon fils n'ira jamais. Pour cela, j'ai pas mal, j'ai une possibilité, c'est que je suis cadre supérieur, donc étant cadre supérieur à l'époque, je suis directeur général d'un groupe agroalimentaire qui s'appelle Andros, et donc euh, j'ai suffisamment de moyens pour dire non, il n'ira pas, même si c'est gratuit. Je constate que beaucoup d'autres familles n'ont pas les moyens de dire non, même si, ils constatent le- ce qu'on leur propose. Donc moi je dis non, et je dis pourquoi on n'essaye pas de les faire travailler. Et là, on me répond, monsieur, vous n'y songez pas, ils sont inemployables. Ah, bon. Et puis, j'ai un réflexe de chef d'entreprise, c'est ce qu'on fait dans les entreprises. On a beau vous dire ça ne marchera jamais, on essaye. Et puis on essaye, puis si on se casse la gueule, on s'est cassé la gueule, c'est pas très grave. La France est un pays où l'échec est condamné. Pas l'entreprise, pas dans l'entreprise. Dans l'entreprise, on échoue tout le temps et on apprend de ses échecs. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec, parce que si on a peur de l'échec, on a peur de l'innovation. Donc, c'est une première leçon, si vous voulez. Si on veut innover dans l'univers médico-social, comme dans tous les univers, il faut accepter l'échec, parce qu'on n'est jamais sûr que ça va marcher. Donc, bon. Je vous passe les détails. J'arrive avec, puisque je suis à l'époque à la tête de 12 usines en France, donc j'en choisis une près de Chartres, dans le 28, Centre-Val de Loire. Et donc, je démarre une expérimentation. Alors, je vous passe les appuis dont j'ai besoin pour y arriver, parce que, comme évidemment, ce que j'ai l'intention de faire n'a rien à voir avec le Code de l'action sociale et des familles, évidemment, c'est absolument infinançable. Et on m'explique qu'on ne peut pas financer l'accompagnement de jeunes comme ça. Donc, il se trouve qu'à l'époque, je connais le président de la République, alors ça m'aide beaucoup, mais ça en dit long sur la difficulté qu'il y a pour innover, parce qu'effectivement, il paraît que ce qu'on a fait est innovant. Euh, euh, pour arriver à cela, il faut être à la tête faut avoir un fils autiste, être à la tête d'entreprise et connaître le président de la République.
Je ne vous dis pas comment c'est duplicable, ça. Alors Euh, rassurez-vous pour toutes et tous, on ne termine pas avec la conclusion qu'il faut connaître le président de la j'es- République et être directeur de multi-usines J'espère, pour porter un projet innovation. Mais effectivement, c'est important et quand on a c'est préparé important les de le choses, hein, rappeler quand même. C'est voilà. important de rappeler que sans ces appuis, j'aurais jamais pu démarrer. Bon. Donc, Est-ce que vous pouvez nous présenter alors bien sûr. le mode de fonctionnement de VETA, effectivement, et ce qui est Alors, mis en place grâce à l'époque à tous ces appuis, c'est-à-dire père d'une personne en situation de handicap, autiste sévère, et avec deux choses que tout le monde n'a pas, donc un statut de cadre supérieur dans une grande entreprise et ce lien avec le président de la République. Ça vous a permis de lancer quel dispositif ou quelle expérimentation à ce moment-là? comme je ne voulais pas qu'il aille en femme, j'avais un petit peu examiné ce qui s'y passait et j'avais voulu que le dispositif que nous mettrions en place réponde à un certain nombre de principes. Le premier, c'est que j'ai constaté que les autistes, quel que soit leur niveau, comme toute personne, et donc il faut arrêter avec les autistes, parce que c'est vrai pour tout le monde. À tout âge, nous pouvons apprendre. Et donc, les autistes peuvent apprendre. Alors, pour apprendre, bah, il faut des professeurs, parce que si on n'a pas de professeurs, enfin, c'est difficile. L'auto-apprentissage, notamment sur l'autisme sévère, c'est pas évident. Or, quand j'ai démarré, j'ai constaté que l'ensemble du milieu médico-social, alors il y a des exceptions bien sûr comme d'habitude, et je ne suis pas en train de condamner le médico-social, ce n'est pas le sujet, mais je m'aperçois que l'essentiel, c'est de la protection. On protège les personnes handicapées. D'ailleurs, ça correspond à la législation. Hein, la législation protège. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais je dis que la protection est un des ennemis de la formation. Donc, j'ai affaire à des personnes qui viennent, qui connaissent ce que c'est qu'un autiste, qui viennent du milieu médico-social, et j'ai beaucoup de mal à leur faire comprendre qu'il faut se transforment de protecteurs en formateurs. Et formateur, c'est pas protecteur, hein, c'est pas la même chose, on fait pas le même boulot. On- Deuxièmement, je dis, il faut pas avoir peur du risque, parce que le risque, c'est dans la nature de toute formation, notamment de formation à la vie. Troisièmement, je me suis aperçu que les jeunes arrivaient à 20 ans, comme ils ont été surprotégés toute leur vie, tant par les parents que par les institutions, ils ne savaient rien faire. Donc, ils n'ont aucune autonomie. Donc, comme ils peuvent apprendre, l'idée, c'est de leur apprendre l'autonomie. Donc, c'est un troisième principe. Ensuite, je crois très fortement, mais ce n'est pas moi qui crois, c'est toutes les études qui ont été menées dans tous les secteurs montrent que l'inclusion est facteur d'efficacité et de bien-être pour tout le monde, pour tout le monde, pour ceux qui sont inclus comme pour ceux qui incluent. Donc je me dis, bah, il faut absolument aller dans le sens de l'inclusion en milieu ordinaire et avoir une vie la plus proche possible de la vie ordinaire, j'allais dire, je ne sais pas si elle est ordinaire pour qui que ce soit d'entre nous, mais la vie de tout un chacun, et donc après, ça débouche sur le droit commun pour tous, c'est-à-dire que je souhaite que non seulement ils soient employés en usine à titre de, 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 de salariés comme les autres, à travail égal, salaire égal, mais en plus, je souhaite qu'ils soient en CDI comme tout le monde. Et donc, c'est ce qu'on met en place avec de l'emploi à mi-temps, le matin, alors ça pourrait être l'après-midi, mais à l'époque, sur ce dispositif, on est le matin, on les fait travailler le matin, et l'après-midi, on leur apprend la vie que les parents et les institutions ne leur ont pas apprise. Donc, parce que si on ne leur apprend pas la vie, si on ne leur apprend pas, je l'ai dit, les trucs les plus élémentaires hein, auxquels vous pensez se raser, il y en a qui arrivent qui ne savent pas se raser, c'est le moment qu'ils rasent. Euh, Savoir mettre des vêtements chauds quand il fait froid et des vêtements légers quand il fait chaud. Euh, Savoir distinguer le linge propre du linge sale, savoir faire tourner une machine à laver le linge, Alors, ces savoir... éléments,
si je comprends bien, donc à partir de là, on a le socle de VETA. Donc vous dites les autistes, il y a de la capacité à apprendre, et puis donc enjeux liés à l'autonomie, le lien avec le travail et l'inclusion en milieu ordinaire, et donc mise en place d'emplois à mi-temps, travail le matin et accompagnement l'après-midi. On est encore préalablement à l'appel à projet auquel vous avez répondu ensuite. Je crois que vous avez d'ores et déjà obtenu des résultats. Là, on est encore au sein d'Andros. Donc, combien de personnes ont été accompagnées au total au sein d'Andros et pour quels résultats avant qu'on passe au sujet de l'expérimentation 11, qui a été menée là? 11 autistes sévères Oui. ont été accompagnés. Ces 11 autistes sont rentrés progressivement dans l'entreprise. Mais enfin, aujourd'hui, en moyenne, aucun d'entre eux n'a quitté l'entreprise. Aucun d'entre eux n'a été viré parce que quand on est en CDI, on peut être viré hein, aussi. Il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Soit on veut le milieu ordinaire, soit on ne le veut pas. Hein. Donc moi je le voulais, donc je veux qu'il puisse être viré, c'est une volonté. Ensuite, donc sur les 11, les 11 sont toujours là. Ils n'ont jamais démissionné, ils n'ont jamais été virés. Et ils ont eu environ en moyenne 8 ans d'ancienneté en CDI. Ils étaient Euh, inemployables et ils ont 8 ans d'ancienneté en CDI, car ils étaient tous considérés comme inemployables. Je vous passe le passage par la médecine du travail, me disant c'est pas possible, vous ne pouvez pas les employer, etc. Bon, On en arrive là avec cette expérimentation qui là a été faite avec les moyens que vous avez indiqués. Et puis arrive ce projet Andinov parce qu'arrive un nouveau projet, un nouvel enjeu à partir de là. Donc ça a fonctionné chez Andros. Et quelle est la question, quel est l'enjeu, quel est le projet que vous portez à partir de là et comment ça s'est passé? à partir de là, on me dit, puisque ça marche chez Andros, succès pour les autistes, succès pour l'entreprise, succès pour l'ensemble de la société, ça coûte moins cher, c'est beaucoup plus enthousiasmant, etc. Puis ça donne une vraie vie à ces jeunes. Ben, on me dit, fais-le ailleurs. Et on me dit, mais il n'y arrivera pas parce que les entreprises ne voudront pas. C'est un grand discours, ça. C'est de la faute des entreprises s'il n'y a pas plus de personnes handicapées. Les entreprises viennent visiter, me disent, bah oui, nous on le ferait bien, mais on ne sait pas faire. Ah, tiens donc, quelque chose, la GFIP, là, joue un rôle tout à fait important pour aider les entreprises et accompagner les entreprises dans le savoir-faire euh, de l'emploi des personnes handicapées. Donc, je m'aperçois, si je vous le raconte rapidement, les autistes, je les trouve où? Comment je les sélectionne? Comment je les accompagne? Comment j'obtiens le financement de l'accompagnement? Et ensuite, il faut que je fasse un lieu de vie. Ce n'est pas le boulot de l'entreprise de faire des lieux de vie. Les derniers, c'était les Courants du Nord, des Charbonnages de France en 1920. Donc, les entreprises me disent, mais ça a l'air très bien, mais on ne sait pas faire. Vous avez fait avec Ambros, mais bon, nous, on ne sait pas faire. Et Donc donc, à partir de là, si je reformule, vous dites, OK, nous, on identifie un enjeu. Cet enjeu, c'est comment on va essaimer cette expérimentation qui a été un succès pour accompagner des adultes autistes sévères vers aidant l'emploi. Et donc à partir de là, un lien, je crois, se crée avec la GFIP dans le cadre du dispositif Andinov. On était en quelle année à ce moment-là? oh, mais il y a 7 ans à peu près Il y a 7 7 ans. ans. Voilà, c'était avant le Covid. Hein, on travaille avec donc la direction innovation de la GFIP et le délégué Centre Val-de-Loire qui, ici présent, qui nous repère et qui dit, mais c'est intéressant ça, on peut peut-être en faire quelque chose. Et donc, c'est comme ça que que ça se démarre avec des gens qui ont un nom, mais c'est des personnes qui voient le dispositif et qui se disent, bah oui, c'est quand même intéressant ce truc-là, on peut peut-être en faire quelque chose. Bon. Et Est-ce que donc, vous on est pouvez, soutenu. on est là dans la partie effectivement de l'innovation, dans le cadre de ce dispositif Andinov, en quoi ça a consisté le travail pendant ces années pour expérimenter, pour innover sur l'essaimage du dispositif VETA dans d'autres entreprises que l'entreprise d'origine?
Alors, le problème que nous avions chez VETA, c'était que euh, à partir du moment où on avait décidé, je vous ai dit pourquoi les entreprises nous disaient non, parce qu'elles ne savaient pas faire. Donc je dis, ben, je vais faire pour elles. Donc je vais faire de l'ingénierie de projet, je deviens consultant quelque part. Donc à partir de ce moment-là, ben, le problème, c'est comment je paye mes salariés. Alors on n'est pas une grosse structure, aujourd'hui on est 6, vous voyez, mais enfin, ils ont tous des familles, il faut les payer. Et là, l'ingénierie de projet, ça, personne ne sait payer. Donc, je vais voir un certain nombre de financeurs, dont la GFI, hein, qui a été un des premiers et un des plus actifs. Et je leur dis, vous savez, si on veut pouvoir continuer, ben, il faut que vous nous aidiez. Et à ce moment-là, effectivement, la GFI a même modifié son mode de fonctionnement pour permettre de nous aider et d'aider les entreprises qui se lançaient. Parce que c'est dans ce sens-là que ça se dit. Donc c'est comme ça qu'on démarre. Et puis je m'aperçois assez rapidement que l'obstacle, contrairement à tout ce qu'on m'avait dit, ce n'est pas les entreprises. Pour info, aujourd'hui, j'ai 35 entreprises qui attendent, hein, qui attendent qu'on puisse démarrer des dispositifs. Et donc, je vais un tout petit peu plus loin. L'obstacle, c'est le financement par les pouvoirs publics, que ce soit les ARS ou les CD, qui sont, qui, par nature, font attention à ce qu'ils dépensent, mais qui, en ce qui concerne les conseils départementaux, et je ne vais pas vous apprendre quoi que ce soit, sont particulièrement en situation financière tendue. Euh, ça dépend des départements, mais c'est clair que c'est pas si simple. Donc, je décide de travailler avec la délégation interministérielle et les ministères pour que notre dispositif encore expérimental devienne quelque chose d'officiel. Parce que je me mets à la place des responsables des ARS et des CD, dont le métier est de respecter le code de l'action sociale et des familles. Eux, ils peuvent de temps en temps faire une expérimentation, mais enfin bon, dans une expérimentation, pour eux, il y a plus de coûts à prendre que de bénéfices à tirer. Ce que je comprends, c'est qu'à partir de là, effectivement, comme vous l'indiquez, vous rentrez dans une logique de projet, d'ingénierie de projet, et donc qui consiste à identifier des entreprises, se rapprocher des entreprises et mettre l'ensemble des acteurs autour de la table, donc réunir les entreprises, les acteurs institutionnels. Vous venez de parler de là des conseils départementaux, des ARS, des partenaires du handicap, des partenaires de l'emploi, pour permettre l'essaimage au fur et à mesure. Et donc là, on passe d'un dispositif qui est un dispositif expérimental dans une structure à de l'essaimage, du portage de projets expérimental. Comment faire pour une entreprise volontaire pour accueillir des adultes autistes avec un handicap sévère au sein de l'entreprise dans le cadre d'un contrat de travail. Tout à fait. Alors, j'insiste sur le fait que ce n'est pas que le travail. Et c'est normal que vous le disiez, toutes les politiques publiques sont séparées entre l'emploi et l'habitat. Vous voyez, vous regardez les politiques publiques, soit elles sont orientées emploi, soit elles sont orientées habitat. Et moi, j'avais constaté, je suis convaincu de ça, que la vie, c'est pas l'emploi d'un côté, l'habitat de l'autre. Que la vie, c'est un tout. Et que Et donc, si on n'a pas l'ensemble des critères, notamment pour les autistes sévères, pour lesquels les faire vivre tout seuls sans les accompagner, c'est même pas la peine, ben, l'emploi ne pourra pas avoir lieu. je L'emploi ne comprends. pourra pas se dérouler de façon convenable. Et donc, j'insiste pour le fait que nous sommes d'ailleurs, l'appel à projet s'appelle SAMSA Emploi Habitat. C'est pas un hasard. Regardez toutes les politiques publiques, combien il y en a qui joignent l'emploi et l'habitat. Très très peu. Elles sont donc, nous ne sommes pas un dispositif d'emploi. Nous sommes un dispositif d'autonomisation par l'emploi et Et, par et l'apprentissage de la d'accompagnement vie. global. Voilà, je crois que c'est Je, très important ça à Je vois le comprendre. temps qui file un petit peu sur cette innovation. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms d'entreprises partenaires et puis peut-être combien de personnes ont pu accéder à un CDI en milieu Bien entendu. ordinaire?
Alors aujourd'hui, nous travaillons avec le groupe L'Oréal. Il y a 3 usines. J'étais encore hier dans une des usines de L'Oréal. Il y en a une près d'Orléans, donc en centre-Val de Loire, euh, à Orme pour pas le désigner. Et donc ensuite, nous travaillons avec les maisons LVMH. Et donc les maisons LVMH, c'est notamment Guerlain, Dior, Parfum Christian Dior et Louis Vuitton. Mais nous avons des accords cadres avec ces deux grands groupes qui, normalement, nous amèneront à être présents dans beaucoup plus d'unités au fur et à mesure que ça va pouvoir se libérer. Et par exemple, pour Louis Vuitton, on a attendu longtemps l'accord qui est enfin venu du Maine-et-Loire pour monter un dispositif, ce qui suppose que le Maine-et-Loire, l'ARS et, euh, là c'est l'ARS Pays de Loire, plus le conseil départemental nous donne un accord pour un financement. Car le financement de l'accompagnement, il faut bien l'obtenir. Donc, tant que je n'ai pas le financement de l'accompagnement, je ne peux pas lancer de dispositif. Je Voilà, crois donc qu'aujourd'hui, on parle de plusieurs dizaines, plus de 50, je crois, personnes en alors, situation de handicap 60, autistes sévères en CDI. il y en a 60 en CDI, il y en a un peu plus, il y en a à peu près, parce qu'il y a tous ceux, on ne les met pas en CDI tout de suite, hein, on a des périodes avant qu'une entreprise donne son OK pour les engager en CDI, bien entendu. Euh, on leur fait passer une période d'essai un peu longue, qui n'est pas une période d'essai en termes légal, mais qui est l'équivalent d'une période d'essai, c'est-à-dire qu'ils travaillent, ils sont sur le lieu de travail sans être encore en CDI. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. S'il y a des gens intéressés qui m'appellent, je leur dirai. Donc voilà, mais on fait des périodes d'essai de 6 mois à 1 an. Et c'est au bout d'1 an que l'entreprise se prononce pour dire ben, je les engage. On a très très peu d'échecs. Une fois que les jeunes rentrent, à plus de 90%, je dirais 95% même, ils sont confirmés en CDI. Et je crois que cette initiative, au final, donc on parle de grandes entreprises, de nombreuses entreprises, on parle donc de plus de 60 personnes en situation de handicap qui ont été recrutées, désormais recrutées en CDI, et je crois que vous avez obtenu un prix récemment. Oui, effectivement, ben, on est après AGFIP, donc c'est celui-là dont je vais parler, parce que, parce que vous savez, il y a des prix innovation AGFIP, donc nous avons eu un prix innovation AGFIP, et on en est très fiers, bien entendu. Vous dire que c'est le seul prix qu'on ait eu, c'est pas vrai. Mais je veux surtout dire une chose, c'est que c'est pas l'association qui mérite le prix, c'est les autistes. C'est les autistes sévères qui cachent très très bien leur jeu. Quand on les voit, on dit bah, effectivement, je vois pas comment ils pourraient travailler. Et quand on les voit au boulot, eh bien, ils sont absolument bluffants, scotchants, tout ce que vous voulez. Moi, à chaque fois, j'ai les larmes aux yeux. Euh, et je ne suis pas le seul, car visiter un dispositif où les autistes sévères travaillent, c'est absolument... j'ai mis la larme à l'œil au ministre du Travail, j'ai mis la larme à l'œil. Je n'ai pas, ils ont mis la larme à l'œil. euh, et donc, le succès de tout ça, c'est que on sous-estime totalement les capacités de ces jeunes. On préfère les mettre dans des dispositifs de type femme ou masse. Et quand ils en sortent, eh ben, non seulement ils ont une vie digne, mais en plus, ils montrent toute l'étendue de leurs compétences. Et les prix, c'est eux qui les ont gagnés, beaucoup plus que nous. Peut-être quelques éléments sur le caractère innovant du projet, parce que ça va nous faire le lien sur la suite. Peut-être vous dire ce que j'ai retenu, vérifier avec vous que c'est bien cela. Moi, j'ai retenu d'abord que ça s'inscrivait dans un appel à projet, entre autres, mais appel à projet pour ce qui nous concerne ici, émis par la GFIP. Donc la thématique, hein, l'emploi et le handicap, on parlait aussi d'un besoin non couvert, un besoin non couvert parce que l'accompagnement des adultes autistes sévères avec des besoins d'accompagnement vers l'emploi. J'ai entendu aussi que ça avait généré de la
de la logique de partenariat large et structuré avec les entreprises, avec les acteurs du médico-social, avec les acteurs institutionnels, que la réponse était territoriale, sociétale, hein, au-delà de l'accès à l'emploi. Et puis finalement, ce que vous dites, ça dépasse la logique de subvention, c'est vraiment une approche systémique, durable qui est visée. Donc voilà quelques éléments que je retiens qui peuvent inspirer nos porteurs de projets. C'est sûrement pas la seule solution pour les personnes autistes en général. C'est clairement une solution poussée aujourd'hui par les pouvoirs publics pour les autistes dits sévères, qui sont quand même nombreux, hein. Voilà. Alors, je vois une question sur les fourchettes d'âge. Les gens que nous prenons ont entre général entre 20 et 35 ans. Pourquoi? Parce que si vous avez passé 30 ans de votre vie, d'ailleurs en général ça ne dure pas aussi longtemps, on meurt avant, mais si vous avez passé 20 ans de votre vie à ne rien faire, à ne pas travailler, que vous soyez autiste ou non autiste, vous mettre au boulot, c'est pas possible. Donc on les prend jeunes, de façon à ce qu'on ait encore la capacité d'être mis au travail. Bon, donc je ne dis pas que ça peut, que tous les autistes sévères peuvent accéder au travail, loin de là. Mais je pense qu'une grande partie d'entre eux peuvent. L'estimation commune que nous faisons avec la délégation interministérielle, c'est qu'entre entre un tiers et la moitié des usagers, quel horrible mot, des femmes et des masses pourraient travailler dans la zone d'âge, hein. Je vous propose de continuer directement via le chat s'il y a des questions qui vous sont posées, puisque là, on a vraiment, merci beaucoup pour le témoignage, l'éclairage que vous avez pu nous donner. Merci pour votre franc-parler. On sait que c'est franc-parler garanti avec vous, donc vous avez été Pareil, pareil. il paraît. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, donc n'hésitez pas à y répondre directement. Et puis du coup, on va pouvoir regarder d'un petit peu plus près cet appel à manifestation d'intérêt. Alors Sonia, je vais vous inviter à continuer à dialoguer avec Jean-François Dufresne directement dans le chat pour l'instant, pour qu'on puisse bien suivre le déroulé des différents éléments. Donc je vais répondre à Madame Hérault. Comment on résout les problèmes de mobilité? C'est les associations porteuses de projets. Je ne vous ai pas dit ça, mais nous ne voulons pas être, à l'exception du dispositif d'origine, nous ne sommes pas euh, une association, comment on appelle ça, qui a des dispositifs. On n'est pas, c'est pas notre truc. Nous, on est une association conseil. Donc, c'est clair que on travaille avec des associations locales et on fonctionne comme une franchise. C'est-à-dire qu'on va trouver une association locale, on lui dit, est-ce que vous voulez travailler avec nous? Si vous voulez travailler avec nous, nous avons des entreprises qui sont demanderesses et nous, on vous assure tout le transfert de compétences, tout le transfert de savoir-faire qu'on a acquis depuis 11 ans dans les différents dispositifs. Et, euh, et on vous fait un suivi pendant 5 ans et en échange, vous nous payez des frais de formation qui sont bien entendu dans le devis que vous faites aux ARS et au CD et qu'ils acceptent. Donc, Merci beaucoup, Monsieur c'est comme ça que Dufresne. On ça ne va pas aller fonctionne. plus loin par rapport à ça, par rapport aux différents thèmes qu'on a abordés lors du webinaire. N'hésitez pas à continuer à échanger vraiment via le chat, voilà, qu'on puisse bien avoir notre thème global. Là, c'était vraiment une mise en valeur d'un des projets parmi tous les autres projets qui peuvent exister. Un grand merci à nouveau pour tout cela. N'hésitez pas à continuer à Je discuter vous en avec prie, Monsieur merci à Dufresne vous. directement dans le chat par rapport à ça. Si je prends la suite des éléments qui vous sont présentés, on a remis bien sûr le fait, voilà, le prix lauréat pour les trophées de l'innovation 2025 pour vivre et travailler autrement, la vidéo YouTube qui est présentée ici avec l'ensemble des éléments qui sont également repris hein, sur la page ici. Alison va également vous la partager pour que vous puissiez creuser le sujet ou continuer à échanger le cas échéant directement avec Monsieur Dufresne. Un grand merci encore. Euh,
Le projet porté, il a été porté dans le cadre d'un dispositif notamment, c'est le dispositif Andinov de la GFIP et c'est un autre élément qu'on souhaitait lors de ce webinaire mettre à l'honneur. Et donc pour présenter ce dispositif, je voudrais laisser la parole. Donc on a la chance d'avoir avec nous Antoine Dezalé. Antoine, il est chargé de mission à la direction innovation évaluation stratégie de l'AGFIP, donc qui est l'émetteur au niveau national de ce projet. Antoine, est-ce que tu es bien avec nous? Je suis bien avec vous. Vous avez peut-être vu que tout à l'heure, je me suis déconnecté il y a 5 minutes. J'ai eu très peur. J'ai eu un problème de connexion Internet, mais je suis revenu. Bon, est-ce que je peux te laisser partager ton écran et prendre la main, parce que je crois que tu voulais présenter des choses et quitter parfois le support. Voilà, j'ai arrêté le partage de mon côté et je te laisse partager ton écran et prendre la suite. Parfait. Merci Thomas. Et oui, Sonia, ce webinaire sera accessible sur le web plus tard. C'est pour cela qu'il est enregistré. Voilà, c'était vraiment l'objectif qui est le maximum d'informations. Alors, je vois que dans ton partage, tu as partagé mon visage. Donc, je me vois faire des d'accord. petits signes. Pardon. Alors, je ne sais pas. J'avais cru que partager. Hop. Voilà, je te laisse partager l'écran. Je crois que c'est la journée de la bagarre, comme toujours, avec l'ordinateur. C'est toujours les jours de webinaire que cela tombe. Alors, vas-y, prends Non, ça quelques va, on instants. va se débrouiller. Là, normalement, ça doit être bon. C'est parfait, il est présent, on voit tes notes à l'écran, mais on voit le support. On te Et suit, c'est là, parti. normalement, vous voyez le support en Impeccable. pleine page. Ouais, c'est bon? Ok, Exactement. parfait. Très bien, oui, donc l'idée était effectivement rapidement de vous présenter l'appel à manifestation d'intérêt que l'AGFIP a lancé au mois de juin. Euh, cet appel la présentation, j'ai un problème. Hop, voilà, ça devrait marcher. Donc l'idée était que vous puissiez comprendre un petit peu le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt. Ensuite, je vous inviterai à aller sur la plateforme Andinov pour vous montrer comment candidater si vous en avez le souhait. Et puis ensuite, l'idée était de vous proposer d'aller voir des projets innovants. Si on en a le temps, je pourrais vous parler d'un ou deux projets innovants en plus de celui de VETA que nous avons soutenu. Alors, l'innovation, peut-être, un rappel, c'est que l'innovation, c'est inscrit au cœur de la stratégie générale de la GFIP 2023-2027 et que il y a une stratégie innovation-recherche qui a été formalisée en 2024 pour préciser un petit peu les contours. Et au sein de cette stratégie, il y avait la volonté de lancer un appel à manifestation d'intérêt, innovation sur un champ large qui est emploi et handicap. Euh, sur le fonctionnement de cet appel à manifestation d'intérêt. Alors, peut-être un petit rappel d'ailleurs et une petite correction par rapport à ce qui a été dit avant, c'est que quand nous avons soutenu VETA au départ, c'était pas par le biais d'Andinov, puisqu'Andinov n'existait pas vraiment. Andinov était le nom, enfin, c'est le nom de la plateforme qui permet aujourd'hui de déposer un dossier pour cet appel à manifestation d'intérêt. Donc, en fait, on avait bien soutenu VETA dans le cadre de l'innovation, mais c'était par un autre vecteur, c'est-à-dire c'était en sélection continue, où on avait des prises de contact avec les porteurs de projets. Là, c'est un petit peu différent, puisque l'appel à manifestation d'intérêt passe par une plateforme, donc il faut déposer un dossier, une note d'intention, et ensuite les dossiers sont sélectionnés par notre commission innovation expérimentation. Donc, cet AMI, en fait, il est pour une durée continue sur 2025-2027. Il a été lancé en juin, mais il va jusqu'en décembre 2027. Son périmètre, c'est un périmètre national, mais on soutient également des actions en région, d'où le fait qu'on vous présente aujourd'hui cet AMI en Centre Val-de-Loire, parce qu'effectivement, il y a aussi une volonté d'aller innover en partant de ce que font les territoires. Le cadre budgétaire, il est redéfini chaque année. En 2025, il y avait 1 million d'euros. Les budgets n'ont pas encore été
voter sur 2026, mais on aura également un abondement pour financer cet appel à manifestation d'intérêt. L'AMI recherche un impact qui est en lien avec les orientations stratégiques de la GFIP. Je pense qu'il est important de dire ici que ce que l'on soutient, ce sont notamment des démarches inclusives. C'est-à-dire, c'est pas uniquement, j'allais dire, de l'innovation technique où il y aurait du matériel de compensation, mais on est bien dans une logique de soutenir l'innovation sociale, c'est-à-dire dans une logique que ce qui est proposé soit vraiment dans une démarche d'inclusion des publics. Les cibles, eh bien, ce sont les entreprises, notamment les TPE et PME, et puis, bien sûr, les personnes en situation de handicap, sachant qu'on peut avoir, dans le cadre de cette AMI, des cibles spécifiques, hein. Tout à l'heure, on a parlé de VETA pour les personnes qui sont atteintes du trouble du spectre autistique avec déficience intellectuelle, mais on peut aussi cibler d'autres publics spécifiques, des personnes qui ont une maladie chronique, par exemple, etc. Donc, vous pouvez, dans le cadre de cette AMI, décider de cibler voilà, des personnes spécifiques ou peut-être des secteurs d'activité spécifiques également, si vous êtes particulièrement en lien avec des entreprises qui sont sur un secteur d'activité qui a envie d'agir, c'est tout à fait possible de le faire dans ce cadre-là. Sur le principe, comme je l'évoquais tout à l'heure, le principe de l'AMI, c'est un canal unique. C'est-à-dire que maintenant, tous les projets d'innovation doivent transiter par la plateforme Handinov que je vais vous présenter. Et d'ailleurs, dans le cadre de la plateforme Handinov, il est vrai qu'on a à nouveau soutenu VETA cette année, puisqu'elle a mis en place des SAMSA emploi et qui a une volonté d'accompagner cette implémentation dans les politiques publiques. Les principes, c'est un principe de transparence. Donc, en fait, il y a des critères qui ont été mentionnés dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt. Je vous les présenterai tout à l'heure. Donc, la sélection se fait de manière transparente sur une plateforme, de manière lisible, claire, avec des financements dédiés et une sélection qui est outillée. Je vais vous présenter les différents outils qui peuvent être utiles pour vous si vous souhaitez candidater. Le processus de candidature. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que le dépôt se fait donc sur la plateforme Handinov et qu'on va vous demander de déposer et un dossier et une note d'intention. Donc, on demande bien les deux pièces pour pouvoir instruire le dossier. L'instruction, elle se fait au niveau de ma direction, de la DIEF, mais aussi en lien avec les délégations régionales qui peuvent nous aider à instruire les dossiers, nous dire si effectivement les écosystèmes qui sont pensés dans le cadre du projet d'innovation sont des écosystèmes intéressants à investiguer. Donc, on instruit avec les délégations régionales et avec les autres directions métiers également de la GFIP. Voilà. Et ensuite, la décision finale, c'est notre commission innovation expérimentation qui en fait est composée d'administrateurs de la GFIP qui du coup sont les décisionnaires finaux. Donc il y a j'allais dire, on fait un pré-filtre des dossiers et c'est eux en dernière instance qui décident de retenir ou pas les projets qui sont présentés. Voilà. Sur les critères, peut-être que c'est ça qui peut vous intéresser. Alors, sont exclus les projets qui se substituent à des dispositifs existants ou qui étendent des dispositifs existants sans ajout innovant. D'ailleurs, c'est un critère important. C'est pas toujours simple de savoir d'ailleurs de savoir discriminer là-dessus. Par exemple, si je reprends l'exemple de VETA, c'est vrai qu'il y avait eu des inclusions positives dans le cadre d'Andros, mais quand on est dans l'idée de se dire, bah tiens, on va aller essayer d'avoir une logique similaire chez Guerlain, etc., eh bien, ça demande une ingénierie spécifique. Donc, on a bien quelque chose qui a marché dans une entreprise, mais on est bien quand même dans une logique expérimentale en se disant, est-ce que dans d'autres environnements, ça peut fonctionner et comment ça s'accompagne? Voilà. Donc, c'est pour ça on peut être aussi dans une logique d'aller soutenir des ingénieries spécifiques pour aller tester des dispositifs dans des environnements spécifiques.
Dans les critères sur lesquels on est particulièrement vigilant, ben, c'est bien sûr la participation effective des parties prenantes au dispositif. On est vraiment dans une logique de co-construction. Et d'ailleurs, dans une logique de co-construction avec les personnes et avec les entreprises qui sont également parties prenantes des projets d'innovation. Prendre en compte aussi les besoins spécifiques des territoires, et puis la capacité d'inscrire aussi les projets dans des écosystèmes relativement robustes, hein, c'est-à-dire qu'on n'innove pas tout seul. Souvent, il y a effectivement, on l'a bien vu d'ailleurs dans le cadre VETA, encore une fois, que je reprends comme exemple, mais on voit bien que c'est un maillage entre une entreprise, des discussions avec des institutions, qui peut permettre finalement d'élaborer des écosystèmes qui sont des écosystèmes innovants, robustes. Et c'est bien, j'allais dire, l'association des différents acteurs sur une nouvelle façon de faire qui nous intéresse. Euh, les critères, bien sûr, ben, vous l'avez compris, ce sont des projets innovants, ce sont des projets à impact, des projets qui ont une capacité d'essaimage aussi, hein, ce qu'on appelle l'essaimage, c'est-à-dire une capacité des projets qui peuvent se propager dans des environnements différents. On est aussi vigilant à bien pouvoir capitaliser sur les méthodes de déploiement, et puis sur, bien évidemment, la robustesse méthodologique du projet. On est très vigilant à la méthodologie qui est proposée, et puis à la robustesse du porteur du projet. Hein, c'est sûr que parfois, d'ailleurs, ce sont plusieurs porteurs qui décident de s'associer pour répondre dans le cadre d'un conglomérat, pour avoir finalement la capacité de mettre en œuvre une démarche innovante. Donc voilà sur les critères de sélection. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de pouvoir, je vais arrêter mon partage et je vais en faire un nouveau si j'y arrive. Je vais vous proposer d'aller naviguer dans la plateforme Andinove, puisque cette plateforme, vous l'aurez compris, c'est sur celle-ci qu'il faudra aller si vous voulez déposer un dossier. Donc, on va essayer de partager la plateforme et la voici normalement. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Très bien, merci beaucoup. Donc là, vous voyez, je me suis connecté. Alors, la première chose que vous aurez à faire en arrivant sur la plateforme, c'est de vous connecter. Moi, j'ai créé en fait un compte de démonstration, mais la première fois que vous allez sur la plateforme, si vous voulez déposer un dossier, il faudra vous inscrire, vous mettre votre mail, un mot de passe, et vous aurez accès comme ici à cette plateforme. Sur la page de garde, alors, on a mis en avant ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous voulez répondre, il faut bien avoir un dépôt conjoint de votre dossier de candidature et de votre note d'intention. On vous invite d'ailleurs à d'abord réaliser votre dossier de candidature qui est complet et ensuite d'en faire une synthèse dans votre note d'intention. On se rend compte que les dossiers sont plus intéressants, plus riches quand c'est comme cela. Et on a une première vague qui a eu lieu en 2025. Et vous avez ici les autres vagues. Et donc les autres vagues, ce sera le 1er mars 2026, 1er juin 2026 et 1er septembre de l'année prochaine. Donc en fait, c'est des dépôts qui se font en continu. Donc si nous avons un conseil à vous donner, c'est plutôt de prendre le temps de bien construire vos dossiers, de bien partager avec les membres de votre écosystème pour avoir des dossiers robustes, et donc de ne pas forcément vous dépêcher de déposer un dossier, mais bien évidemment de prendre ce temps de conception qui est nécessaire au départ. Vous pouvez vous référer à des tutoriels que nous avons déjà fait sur l'explicitation de la plateforme. Et puis, vous avez une boîte à outils qui vous permet de pouvoir répondre à l'appel à manifestation d'intérêt. Alors, je vais aller le chercher, vous voyez, je vais aller le chercher dans l'onglet
ici, vous avez déjà, ce qui est important, le cadrage de l'appel à manifestation d'intérêt. Le cadrage de l'appel à manifestation d'intérêt qui est assez complet, assez exhaustif. Vous pouvez le télécharger ou vous pouvez le lire directement dans le site. On explique justement les critères, les objectifs, etc. Le fait qu'on parle bien d'innovation sociale. Donc tous ces éléments-là, vous le retrouverez dans la note de cadrage. Il y a un autre document que nous avons créé et que nous vous invitons à remplir, c'est l'autodiagnostic. C'est un document qui n'est pas obligatoire en tant que tel, mais qui vous permet déjà, premièrement, de tester la recevabilité. Vous le voyez ici. Est-ce que c'est recevable? C'est-à-dire, est-ce que votre projet traite bien de la thématique handicap et emploi? Est-ce qu'il apporte une innovation par rapport à l'existant? Est-ce qu'il y a des problèmes juridiques, financiers susceptibles d'être gênants? Est-ce que vous respectez les recommandations budgétaires de la GFIP? Et est-ce que le projet relève d'autres appels d'offres organisés par la GFIP? Petite parenthèse d'ailleurs, c'est ce qu'évoquait Thomas tout à l'heure en début de l'introduction de ce webinaire. Il présentait l'appel à projet AGFIP FIRA. On a par exemple un appel à projet qui est plus un appel à projet recherche avec la FIRA, conjoint avec la FIRA. Donc selon ce que vous faites, selon votre activité, si c'est plutôt de la recherche, ça va plutôt passer par l'appel à projet AGFIP FIRA, dont le prochain lancement va être le 5 janvier. Si c'est de l'innovation, on est plus sur l'appel à manifestation d'intérêt. Donc ça, c'est la recevabilité du projet. Et ensuite, on vous invite via l'autodiagnostic à aller savoir, en fait, pour vous aider, on va dire, à concevoir un projet robuste, savoir quel est le constat de départ, qui a initié le projet, voilà, est-ce que c'est une aspiration individuelle ou collective, quels sont les besoins peu ou mal couverts auxquels il répond, etc. Donc il y a une série de questions qui sont là, encore une fois, pour vous aider, pour vous aider à compléter les dossiers de candidature. Donc, je ne vais pas vous les lire en totalité, mais en tout cas, sachez que ça existe. Il y a aussi une foire aux questions qui peut vous permettre de savoir si le projet que vous avez en besace est éligible ou pas. Et puis, vous avez les tutoriels de candidature. Et les tutoriels de candidature, là, on est effectivement dans les dossiers eux-mêmes. Donc, vous voyez qu'on a ici le fichier qui correspond à la note d'intention que vous pouvez télécharger. Et puis, vous avez en dessous le dossier qui correspond au dossier de candidature plus complet que vous pouvez télécharger également, sachant que vous allez voir, quand vous voudrez déposer votre dossier, en fait, il faudra le faire directement sur la plateforme. Donc, vous pouvez télécharger les dossiers pour savoir quelles sont les questions, mais ensuite, quand vous allez déposer votre dossier de candidature, vous allez remplir directement dans le dossier de candidature les éléments qui sont les vôtres. Voilà. Donc, vous pourrez, voilà, et là, vous allez pouvoir déposer vos dossiers. Voilà. Voilà pour la présentation de la plateforme. Il me semblait intéressant de vous dire également, alors peut-être que je peux partager ça ici. Il me semblait important de vous partager le fait que vous pouvez aller voir sur le site AGFIP Innovation. Donc vous avez un site qui s'appelle innovationagfip.fr. Innovationagfip.fr. Voilà, quand vous allez sur ce site innovationagfip.fr, vous avez ici un onglet qui s'appelle les projets soutenus. Et là, vous avez tous les projets innovation que nous avons soutenus depuis, on va dire, à peu près 2020, donc depuis 5 ans. Et là, vous avez des fiches projets pour l'ensemble de ces projets. Donc, vous pouvez, là, visualiser, vous pouvez rentrer par thématique, par zone géographique, etc. Et là, vous pouvez, par exemple, cliquer sur le campus Louis Braille, qui est un projet que nous venons de soutenir, enfin, que nous avons soutenu en fin de cette année, qui est en fait un espace d'innovation pour les personnes qui ont une déficience visuelle et qui peuvent avoir besoin de matériel de compensation spécifique, par exemple. C'est un lieu qui rassemble des chercheurs, des startups, des associations, des personnes
elles-mêmes qui ont une déficience visuelle. Et donc, en rassemblant tout ce petit monde, d'arriver à avoir finalement une offre de service de la GFIP sur la déficience intellectuelle qui soit améliorée. Donc là, voilà, vous avez à chaque fois sur notre site AGFIP Innovation, vous avez des fiches sur les projets d'innovation. Donc, allez les voir. Je pense que ça peut vous donner des idées. Ça peut être intéressant. Et puis, peut-être ce que je vous propose, si il me reste une minute, c'est de vous diffuser la vidéo d'une autre action qui a été récompensée par l'AGFIP, qui est les bilans de compétences sensibles au cancer. Voilà, les trophées d'innovation récompensés VETA, mais aussi cette action-là. Alors, vous allez me dire si vous avez si le partage vous permet d'avoir accès au son. Je dis ça dans quelques instants. Effectivement, il nous restera une toute petite dizaine de minutes pour quelques questions à l'issue. Alors, je vais peut-être simplement remettre le partage Voilà, avec alors le en haut à son. droite, tu as l'onglet Ah effectivement ouais, activer le son. j'active le son et la vidéo dure 2 minutes. Je vous la partage tout de suite. Elle paraît intéressante. Aventure, si c'est plus confortable pour les uns et les autres, je vous mets le lien directement dans le chat. Voilà, vous pouvez également. Alors, est-ce que là... Ah non, alors je n'arrive pas à activer. J'ai un problème de Pas de souci. partage. Est-ce que... Ce que je vous engage à faire, je vous ai mis le lien dans le chat. Je vais essayer de mon Ah, ça côté. y est, ça y est, ça y est. Ah, c'est bon. Le C'est parfait. rétablissement, c'est un impensé du système de soins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va à l'hôpital, on se bat contre les cellules cancéreuses, celles-ci disparaissent de votre organisme et puis on vous dit rentrez chez vous. On est livré à nous-mêmes. En fait, pour vous, tous les combats commencent et notamment celui de l'emploi. L'Université des patients consiste à proposer des parcours diplômants à des personnes dont la trajectoire a été coupée par des épreuves de santé. Un bilan de compétences sensible aux besoins spécifiques des personnes ayant ou ayant eu un cancer a été en fait une étape naturelle dans le développement de l'Université des patients. Est-ce que je reprends mon travail? Est-ce que je change de travail? Est-ce que j'entame une transition? Est-ce que je repense à un vieux rêve que j'avais avant la maladie? Et pour cela, qui peut m'accompagner? Pour moi, ce projet, c'est une démarche innovante parce qu'en fait, il réconcilie le monde de la maladie et le monde du travail. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort et nouveau, puisque aujourd'hui, le monde du travail, c'est toujours le culte de la performance, donner le meilleur de nous-mêmes. Dans la maladie, on est aussi dans un culte de la performance. Dans les traitements, continuer à supporter pas mal de sujets, de charges, de vie de famille, etc. On monte aussi en compétences quelque part dans ce parcours de patient. Et donc, l'innovation, c'est de prendre en compte que ce parcours de patient n'est pas un trou dans le CV. C'est un chemin de vie qui nous enrichit et qui nous apporte des choses qu'on peut aussi transmettre dans le monde du travail. Le projet est aussi spécifique puisqu'on s'est aperçu qu'il fallait inventer des outils. Des outils pour travailler très très finement sur comment vous pouvez anticiper un projet, des outils, des grilles pour s'auto-évaluer dans son rétablissement. On a travaillé en binôme avec des professionnels de l'accompagnement du bilan de compétences et d'autres patients partenaires pour tester les outils en fait configurés par l'équipe projet de l'Université des patients. Mon espoir pour le projet, c'est qu'il puisse s'essaimer de manière très globale et puis que ceux qui en bénéficient soient les meilleurs ambassadeurs finalement pour ceux qui en ont réellement besoin. Sans GFIP, sans Malakoff Humanis et sans Ruborose, eh bien, on n'aurait peut-être pas pu conduire ce projet ou alors on l'aurait conduit tardivement. Or, ce projet est urgent. Merci beaucoup Antoine pour ce partage. Voilà, je vois le temps qui a filé très vite. On a néanmoins encore le temps de prendre 2 ou 3 questions, je pense.
voilà, qu'on reste bien dans les timings. Alors, est-ce qu'il y a des mains levées et des questions que vous souhaitez poser à Antoine notamment? Peut-être ce que je vais vous proposer, comme là on est sur un temps de questions-réponses, c'est qu'on mette un terme, on arrive au terme en termes des informations, je dirais, descendantes hein, sur ce webinaire. Donc, je vais vous proposer qu'on stoppe l'enregistrement et puis qu'on puisse passer Ah, à un temps d'échange qui ne soit pas enregistré pour le coup. Antoine, il et y a une puis question Arnaud d'Arnaud. derrière. Alors, c'était pas vraiment une question, mais comme voilà, c'était plutôt un témoignage, mais vraiment court et rapide par rapport à l'attention évidemment de tous les gens qui sont autour de la table. Évidemment, te remercier Antoine, remercier Jean-François Dufresne hein, pour son témoignage. Donc moi, je suis Arnaud Lévesque, le délégué régional de la GFIP Centre-Val de Loire. Je quitte mes fonctions dans une petite dizaine de jours. Voilà, et je crois que quand on a mis en place ce groupe de travail innovation, finalement, cette concrétisation de ce webinaire, elle est presque au-delà de mes espérances personnelles. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à créer cette communauté innovation, qu'on arrive bien à se partager de l'information et que finalement, le territoire de la région Centre-Val de Loire puisse répondre avec des porteurs qui se connaissent peut-être pas autour de la table mais qui pourraient s'associer et qu'on puisse effectivement avoir une communauté qui soit capable de déposer des projets robustes et que finalement on récupère, je vous le dis de façon très directe, on récupère des fonds au bénéfice des personnes en situation de handicap de la région Centre-Val de Loire et des entreprises et évidemment. Donc c'était vraiment tout l'intérêt et tout le cheminement de ce qu'a présenté Thomas, du témoignage évidemment d'Antoine de la direction de la GFIP et puis de Jean-François Dufresne. Et vraiment, c'est cette je voulais conclure, moi, en tout cas, vous dire ce mot sur cet état d'esprit qu'on a dans la région, c'est que l'innovation, c'est hyper important. L'innovation pour les personnes en situation de handicap, c'est fondamental. Et on va essayer avec le PRIT d'être un facilitateur pour vraiment créer cette communauté, peut-être se donner des coups de main entre porteurs, s'associer et vraiment essayer d'amener des projets innovants dans notre région, dans notre belle région, même si je la quitte. Voilà simplement ce que je voulais vous dire. Et vraiment, j'ai beaucoup d'enthousiasme en vous disant ça parce que je trouve que c'est une super belle réussite ce webinaire. Et du coup, je remercie vraiment les participants. Voilà, et n'hésitez pas à poser quelques questions, mais on reviendra en tout cas vers vous pour vraiment faire vivre cette communauté. Voilà ce que je voulais dire très simplement. Peut-être un petit complément par rapport à la prise de parole d'Arnaud, bien sûr remercier la GFIP, remercier la DRETS également et vous dire qu'on va vous transmettre, Alison, c'est aussi une information, on va vous transmettre peut-être un petit questionnaire sur les sujets que vous aimeriez peut-être approfondir relatifs à l'innovation, parce qu'on a plein d'idées ou d'aspirations. Voilà, par rapport à ça, on voit bien qu'on va pas pouvoir prendre toutes les questions tout de suite. Donc, on va vous envoyer un questionnaire pour que vous puissiez nous remonter les demandes, les besoins, les opportunités relatives à cette thématique de l'innovation, et puis qu'on puisse le reprendre avec les financeurs. Je vois qu'il y a une question qui est posée. Monsieur Lévesque, avez-vous un successeur sur la région? Arnaud, je vous laisse donner l'information. Donc, il vous est demandé si vous avez un successeur sur la région, une successeur. Bien évidemment, c'est mon adjointe actuelle qui s'appelle Céline Mété, qui est déléguée régionale adjointe et qui me succède à compter du 2 janvier. Voilà, donc il y aura une forme aussi de continuité au niveau de la GFIP Centre-Val de Loire. Un grand merci. Donc, voilà, vraiment, s'il y a une question tout de suite que vous souhaitez poser, puis sinon, je vais plutôt vous renvoyer vers le questionnaire. Écoutez, ça a l'air d'être OK pour... Alors, comme je suis Oui. bavard et Thomas et qu'il reste 2 minutes, moi je voulais témoigner sur VETA. Voilà. Effectivement, moi j'ai rencontré Jean-François Dufresne en 2019. J'ai eu la chance d'aller 4 fois à l'usine Andros à Auneau et récemment d'ailleurs, il y a pendant la semaine pour l'emploi, Jean-François l'a pas forcément dit, mais peut-être par pudeur ou en tout cas parce que le temps était compté, mais moi j'ai vu son fils en 2019 et je l'ai vu là en 2025 et il y a une progression incroyable. C'est-à-dire que le fait de faire travailler
ces jeunes ou ces moins jeunes autistes sévères, et ben Jean-François l'a dit, ils développent, ils apprennent, ils ont des capacités d'apprentissage, et d'un garçon en 2019 un petit peu renfermé qui faisait son travail, j'ai vu un garçon en 2025 qui est venu me checker, qui est venu parler avec les gens qui étaient autour et qui fait admirablement bien son travail. Donc quand je vous dis tout ça, c'est vous dire que ce dispositif, il est extraordinaire quand on le voit, quand on voit la progression de ces jeunes, et que ben voilà, Jean-François l'a pas dit, mais ça va devenir une politique publique aussi. Enfin voilà, vraiment il y a du boulot devant nous par rapport à tout ça, et vivement que les ARS, ou en tout cas que les structures médico-sociales passent, j'allais dire, à la vitesse supérieure, et on va, alors moi, pas moi modestement, mais l'écosystème, ou en tout cas tous les acteurs, on va vraiment pouvoir proposer des solutions d'emploi pérennes, pas au rabais, en CDI, à des jeunes qui ont un vrai potentiel pour travailler en entreprise. Donc voilà, donc c'est un témoignage simple de ma part, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu, et je vous le dis avec beaucoup de sincérité. Voilà. Alors, une main levée pour Sonia. Sonia, on va prendre votre question et puis on clôturera ensuite ce webinaire. Merci beaucoup, Sonia. Je vous engage à remettre votre micro. Ah, le sujet du micro. C'est bon. Si vous allez en haut à droite, vous avez écrit microphone. Non, votre micro est coupé. Alors, attendez, est-ce que je peux le contrôler directement? Je n'ai pas le pouvoir de activer votre micro, j'ai juste le pouvoir de le désactiver. Est-ce que vous voyez où est cet élément? Ça doit être bon pour activer le micro de votre côté, Sonia. Ah, bon, je vais vous proposer qu'on garde la question via le chat peut-être. Voilà, pour continuer les échanges de cette manière-là. Puis ce sera Voilà, un grand merci. Merci donc Karine qui remercie Monsieur Dufresne. Le remerciement. Ah, et Sonia qui pose une question sur l'agriculture. Donc, est-ce que le domaine de l'agriculture est un domaine qui est, j'imagine, ouvert dans le cadre de l'AAP Innovation Andinov? Voilà, Oui, est-ce alors que c'est un appel à manifestation d'intérêt d'ailleurs, c'est pas un appel à Pardon, projet, c'est un excuse-moi, appel à effectivement, manifestation d'intérêt. bien sûr. Mais en fait, du coup, la volonté de l'appel à manifestation d'intérêt, c'était justement, c'est pas thématique, c'est-à-dire c'est large emploi et handicap, et donc, je l'évoquais tout à l'heure, les approches sectorielles sont les bienvenues, tout à fait. Ça peut être tout à fait intéressant d'aller investiguer dans le cadre de l'agriculture la question des personnes en situation de handicap et de leur inclusion. Merci beaucoup pour ce retour, Antoine. Donc, un appel d'offres ouvert. Je repartage mon écran pour vous dire merci à toutes et à tous. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à remplir notre questionnaire pour faire remonter les demandes, les besoins suite à ce webinaire. Un grand merci à toutes et à tous. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.